Bon, je suis pour ma part extrêmement heureux de présenter le collège avec quelques visuels. Je vais pas être très très long, mais une quinzaine de minutes pour rappeler un peu les enjeux de cette aventure, de ce premier collège, qui est un sujet sur lequel je travaille depuis, auquel je pense depuis plusieurs années. Et à Paris, certaines personnes de mon entourage professionnel connaissent bien ce projet. Je pourrais parler des gens de l'INMA, de l'Institut national des métiers d'art, de la Fondation Bettencourt, de l'École des arts décoratifs de Paris, de Artem à Nancy, qui regroupe une école nationale supérieure d'art et de design où j'enseigne, une business school et l'école des mines. Bref, un certain nombre de personnes à qui j'ai partagé sur ce projet. Et en fait, il démarre ici, à Louviers, avec vous, grâce à vous. Et voilà, et je suis content pour la bonne et simple raison que c'est sur les territoires, et c'est là où les choses se font. Et c'est mieux de faire cet atelier ici que sur les lambris de la République. En tout cas, moi je suis parfaitement en phase avec ça, et avec l'ambition de la pépinière. Donc merci de cet accueil. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Ceux qui me connaissent un petit peu en tant que designer savent que je parle souvent de design d'objets. Et alors on pourrait dire des objets, mais de tous les objets, de la prise électrique à la voiture en passant par les sièges et tous ces objets industriels. Design d'objets, mais je le résume ici avec un visuel qui date du début du XXe siècle, 1909-1908, et qui symbolise l'arrivée de l'électricité pour moi, et d'un objet dessiné par Peter Miras, qui était un immense architecte, qui a travaillé, qui a dessiné les premières usines AEG, qui a dessiné beaucoup d'objets, qui a dessiné des logos, et qui dessine cette première bouilloire électrique. Et cet objet, voilà, résume, peut-être trop rapidement, mais en tout cas très bien, ce que fut toute la révolution industrielle et le souci de la révolution industrielle de faire passer les métiers d'art à la modernité, l'électricité étant un signe de la modernité du début du 19e, et on passe au 21e siècle avec l'arrivée du numérique et de ce que certains, et moi compris, appellent le design d'expérience, c'est-à-dire qu'effectivement on a bien un objet entre les mains, mais on a un objet qui a une richesse et qui est inventé, imaginé par les industries du numérique. Et le Navastak est le premier objet connecté. Alors certains le connaissent peut-être, 2005, Rafi Aladjian ou à Bombay, il me parle, il me raconte la météo, il me fait des petits signes avec des couleurs, il me mime son tai chi. Enfin, des tas d'applications. Et le Navastak à l'époque avait été vendu à 150 000 exemplaires, ce qui est rien et ce qui est beaucoup. Et il était devenu un collector il y a 4 ou 5 ans et il vient d'être réinitialisé avec 2 nouvelles fonctionnalités. Et donc il résume à sa manière ce qu'est l'arrivée du numérique dans les objets. Et j'ai choisi 2 images volontairement aussi dans le sens où effectivement on a un objet avec une matière neutre, industrielle, et où ici on voyait bien qu'on avait encore la trace de la main. Et puis il me pose une question, objet connecté et intelligence assistée, autonomie ou hétéronomie. Voilà, souvent on a un peu tendance à penser que l'objet connecté va nous rendre autonome, et on peut soulever la question que peut-être parfois il pourrait nous rendre hétéronomes, qui est juste le contraire. Donc le contexte, vous l'avez rappelé en tout cas tout à l'heure aussi, c'est évidemment faire comme si le monde du numérique n'existait pas pour les métiers d'art, ça serait pas bien, ou en tout cas ça serait se cacher derrière son petit doigt. Penser par ailleurs que le numérique c'est la solution miraculeuse, ce n'est sans doute pas le cas non plus, mais du coup le collège, l'idée de ce collège, c'est effectivement de rapprocher des personnalités, des métiers, on va le voir un petit peu après, qui se connaissent un peu. On connaît tous du numérique les imprimantes 3D, mais l'imprimante 3D n'est jamais qu'un rabot électrique par rapport à un rabot à main. Donc c'est un outil, c'est pas quelque chose qui en soi va faire qu'on va penser différemment, mais autour du numérique, il y a plein d'autres choses, et les digital makers qui sont avec nous nous le feront découvrir.
si j'ai montré ce travail de la main, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a un rapport au toucher absolument incroyable, que notre culture, que beaucoup de choses passent par la main, par le toucher. Et on en reparlera après. Et puis on est à un moment aussi où, en fait, la société aurait pu développer un très très beau clavier en bois, magnifique, avec un rapport tactile superbe, et qui offre une autre approche de cet objet que l'on connaît par cœur. Et puis on est aussi au moment où Magic Cube est un clavier qui est projeté sur une surface. Ici, je pourrais avoir mon clavier. Et donc on est dans une dématérialisation totale. Et donc on est confronté à ces choses-là en tant qu'artisan et en tant que consommateur d'objets industriels, d'objets qui passent par le toucher. Alors après, j'avais simplement une image pour faire le lien avec un souci qui est omniprésent pour chacun et peut-être de plus en plus. Il y a un lien avec la nature, avec les matériaux. En l'occurrence, là je parle pour les artisans et pour les métiers d'art. En tout cas, un besoin de nature qui est de plus en plus fort. Et les mois qu'on vient de passer nous l'ont rappelé aussi, heureusement. Je suis enseignant avec des étudiants. Énormément d'étudiants ont envie de travailler la terre, le bois, enfin en tout cas ont envie de faire et de toucher. Et du coup, j'insiste peut-être un petit peu, mais sur le fait que c'est ce qui va présider au collège, c'est ce rapport tactile qui est omniprésent dans l'industrie du numérique et qui est omniprésent dans les métiers d'art. Et d'essayer de voir comment ces deux rapports à la matière vont se croiser. Alors pourquoi M2 M2, pour une raison très simple, qui était de dire, de souhaiter mettre des métiers autour de la table, donc les métiers, le digital maker, on verra si vous vous appelez ou vous les nommez autrement. Bon, j'ai parlé des roboticiens, j'ai parlé des technophiles, pour parler des professionnels qui sont proches de l'intelligence numérique, dans tous les sens du terme, des artisans. On va avoir une palette de matériaux représentés dans le collège incroyable, le verre, la porcelaine, le métal, la laque, le tissu, le papier, la lumière, j'en ai peut-être oublié. En tout cas, des matériaux où évidemment le rapport tactile est omniprésent, et puis des designers qui viennent aussi d'horizons différents, de cultures et d'expériences multiples. Donc M2, l'idée était de mettre des métiers et des matériaux autour de la table et de travailler ensemble. Et là, je vais simplement aborder les 5 sens, parce qu'on va évidemment travailler autour de ça. Les 5 sens externes, l'odorat, l'ouïe, le toucher, la vue et le goût. Et puis faire à chaque fois un tout petit lien avec l'idée que, en partant de cette réflexion sur les 5 sens, on va tout aborder. Ici, je prends l'exemple d'un projet dessiné par Philippe Héribon et Nicolas Mariscal. Même si le numérique n'est pas présent, il y a une intelligence dans cet objet qui est dessiné sur une formoloïde inventée dans les années 30 par Paul Schatz. Et en fait, cette forme a la particularité d'avoir une masse telle qu'elle crée un mouvement circulaire dès qu'elle est suspendue autour de ce fil. C'est un parfumeur. Et en fait, dès que cet objet se met en rotation simplement par la logique de sa forme et de sa masse, crée une colonne d'air, et cette colonne d'air, elle explose des petites bulles olfactives qui sont à l'intérieur, et donc cet objet est un diffuseur de parfum, les capsules de parfum se renouvelant évidemment. Mais il y a une intelligence, j'ai envie de dire sensible et technique dans cet objet
qui me semblait assez bien illustrer l'idée, le sens de l'odorat. On parlera du goût, sûrement, des matériaux. Alors, il y a des matériaux qui sont plus inertes, comme le verre, mais on ne peut pas dire que le bois n'ait pas d'odeur, que le cuir n'ait pas d'odeur, que le métal n'ait pas d'odeur. Donc, évidemment, on parlera de ce sens à sa manière. L'audition, le son des matériaux est multiple. Et ici, j'ai pris comme exemple le travail de Michel Rodolphi, qui est un designer sonore assez formidable, qui a beaucoup travaillé sur des concerts aquatiques, notamment sur la diffusion du son dans des milieux aquatiques, avec l'idée que on a l'habitude de percevoir le son avec des haut-parleurs, des oreillettes, des casques, etc. Et en fait, ce siège, le Sunphony, est un siège dans lequel il suffit de s'allonger. Il n'y a absolument aucun objet sonore de notre univers connu. Simplement, en fait, ce sont des vibrations transmises par la coque qui, en fait, par l'oreille interne, ne font que le corps entier perçoit le son. Et en fait, c'est ce qu'il avait commencé à développer dans ses concerts aquatiques. En fait, les gens étaient allongés sur une piscine et en fait, le son rentrait dans le corps par la diffusion du corps. Et puis, une autre image de la représentation du son, qui est un travail de Kimat, qui est plus récent, mais qui reprend les travaux du XVIIe siècle de Chladni, qui en fait est la représentation du son. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, il y a un monsieur qui s'appelle Chladni, qui se dit, mais comment on peut représenter le son? C'est comme si on disait comment on peut représenter le parfum. Et en fait, là, c'est des ondes sonores qui sont filmées, et en fait, qui créent une myriade esthétique absolument fabuleuse. La lumière, la vue, on en parlera forcément, et là peut-être qu'on se rapprochera plus du matériau vert, mais je ne sais pas. Mais là, je voulais juste évoquer le travail de Philippe Rham avec cet objet Spectral Light pour Artemide, qui est une lampe qui s'intéresse au spectre lumineux et à la composition des spectres lumineux, avec l'idée et des études assez poussées que Philippe Rham a fait, avec l'idée que le spectre lumineux qui compose la lumière naturelle du jour, dont on a forcément éminemment besoin, le spectre lumineux de l'homme va à peu près de 400 à 600 nanomètres sur les trois lumières du trinéutron qui sont bien connues. Et donc, l'idée de Philippe Rham est de travailler dans le prolongement de ce qu'on a appelé la luminothérapie à une certaine époque, qu'on n'a pas besoin de la même lumière à tous les moments de la journée, et alors là où son travail était absolument incroyable, c'est qu'il a décodé, pas lui, mais les scientifiques ont décodé que le spectre lumineux des animaux, des oiseaux est beaucoup plus vaste, que des chiens est beaucoup plus court, que de la végétation est différente. Et du coup, avec ce Spectral Light, c'est d'adapter, en fonction des besoins de la journée et des occupants de la maison, des spectres lumineux différents. C'est une collection qui est sortie chez Artemide il y a quelques années et qui avait fait l'objet d'études très poussées. Et puis, j'ai gardé le toucher en dernier pour deux raisons. La première, c'est d'abord c'est celui qui va peut-être présider le plus à notre collège. Aussi parce que Aristote disait que c'était celui qui était le moins connu, le moins étudié, le moins parlé. Et je le crois un petit peu. Et c'est pour ça que dans la deuxième journée de conférence, j'ai invité une personne de l'agence Certessence qui parlera que de la sensorialité des matériaux, avec un langage et des expériences qu'on ne connaît pas et qui sont, à mon avis, au cœur de notre sujet. Et j'ai illustré le toucher aussi avec le textile, le biotextile. Elisabeth de Senneville doit bien connaître, et ça me permet de saluer ta présence et de dire combien je suis content que tu sois parmi nous, parce que Elisabeth connaît le textile depuis longtemps et le vit d'une manière très très proche du design et très très proche des technologies.
Et puis la Terre, sûrement aussi à sa manière, a beaucoup de choses à dire en termes de sensorialité. Voilà, je vais presque finir en disant comment, vous avez commencé à nous le rappeler. Effectivement, ce que j'ai imaginé pour ce collège, c'était que comme on allait être des métiers différents, travaillant des matières différentes, on avait besoin d'un petit temps pour se connaître, pour se découvrir, pour comprendre un peu quels étaient les métiers des uns et des autres. Et donc on a 3 journées, vous avez vu les conférences. Pierre va commencer par la première tout à l'heure. Cet après-midi, on aura Jason Cook, qui est quelqu'un qui est vraiment dans l'univers du numérique, mais très proche du monde de l'art. En tout cas, on va avoir 3 journées pour rentrer doucement dans le sujet, surtout pas du tout commencer à imaginer, mais simplement s'imprégner et avancer doucement ensemble. Et puis ensuite, on va avoir 3 journées qui vont être fondamentales et qui vont être animées par Pierre Paris, dont je suis aussi extrêmement content de dire qu'il est parmi nous pour cette expérience et pour ce premier collège. Pierre est, en quelques mots, je vais essayer de raconter un petit peu, mais comme on va vivre beaucoup de choses ensemble, il le fera bien mieux que moi. Mais je vais juste dire que Pierre est ingénieur des arts et métiers, est titulaire d'une maîtrise en sciences sociales. Il est difficile de résumer ses compétences. Au cours de 35 années de carrière en tant que consultant international, investi dans plus d'une vingtaine de pays émergents pour la conception et l'exécution de grands projets de développement socio-économique, et mobilisant souvent et toujours la coopération entre acteurs publics et privés. Alors on pourrait se demander pourquoi Pierre est là, après un parcours aussi vaste et original. Et en fait, Pierre est un facilitateur qui dispose d'une longue pratique des processus de groupe, d'une forte sensibilité au potentiel créatif et collectif, et des savoir-faire, spécialisés pour soutenir le changement, à travers le dialogue participatif, la cohésion d'équipe, les conversations génératives, la médiation des conflits et les dialogues multi-acteurs. Alors quand je dis tout ça, c'est parce que ce que la communauté d'Aglo et Bernard Leroy a compris tout de suite quand j'ai commencé à présenter le projet, c'est que pour avoir vécu des expériences de projets diverses et variées, il m'a semblé nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui ait cette expérience-là pour nous faire travailler ensemble et nous faire réfléchir ensemble. L'idée étant que les projets qui vont sortir de ce collège sont co-créés. Donc ça ne sera pas l'un au service de l'autre ou l'autre au service de l'un, mais qu'il va y avoir un temps où, en termes de conception des scénarios, chacun sera au plus clair de ce qu'il est et de ce qu'il sait, et de le mettre sur la table pour que l'objet soit conçu. Et ça me paraît extrêmement important. Et puis, je pourrais juste dire aussi, en tout cas par rapport à la présence de Pierre, c'est qu'on a eu de nombreuses expériences dans le domaine des métiers d'art, que Pierre aujourd'hui est investi dans des écoles de design. Et donc c'est un plaisir de pouvoir faire ce projet ensemble. Voilà, 2 ou 3 choses que tout le monde a déjà bien compris, mais c'est que le collège sera un espace prospectif à moyen terme, c'est-à-dire qu'on va se projeter. Le collège analysera des transitions numériques qui engendrent des comportements nouveaux. Et le collège abordera la complexité qui comprend plusieurs éléments ayant de nombreux rapports entre eux. Parce que je pense que chacun de nos métiers, le designer, l'artisan ou le digital maker, fait face à une incroyable complexité. Là, on ne facilite pas les choses. En tout cas, on va avoir besoin d'un facilitateur parce que précisément, on va être au cœur d'une complexité qui est incroyable et auquel chacun, dans notre coin, on a de plus en plus de mal à faire face, ou en tout cas un vrai besoin d'être ensemble et de co-créer. Voilà, en quelques mots, la présentation du collège et de ce qu'on va vivre ensemble pendant ces 9 journées, avec une chose que je n'avais pas rappelée, mais que je le dis aussi
c'est qu'il y aura une exposition à la fin du collège qui racontera le travail et qui présentera les projets élaborés. Et en Normandie, j'ai vu que le tissu du monde numérique est très étonné et très content de voir ce projet démarrer. Donc je pense qu'ils seront très heureux de venir voir nos résultats. Et on va prendre un petit café. Et après ce petit café, on a la chance d'accueillir Pierre Charrier, qui va nous raconter beaucoup de choses et qui est designer et qui travaille essentiellement et beaucoup avec l'intelligence numérique et les métiers d'art. Donc je pense que c'est tombé bien de commencer avec lui.